Bonjour Julien Bayou, merci Bonjour. beaucoup d'être ce matin sur LCI. Vous êtes, on le rappelle, secrétaire national du groupe, du parti Europe Écologie Les Verts. Vous êtes député, c'est votre première élection à l'Assemblée nationale. Et vous êtes coprésident du groupe EELV, qui comprend combien... Cyril Châtelain, qui est avec député Cyril Châtelain, coprésident, je l'ai dit, avec combien de députés? 23 23, le plus grand groupe de l'histoire de l'écologie politique. Le plus grand groupe, mais pas le premier dans l'opposition, mais le plus grand, c'est vrai. Alors Julien Bayou, c'est une semaine dense, inédite d'ailleurs en termes politiques, qui commence aujourd'hui. Et Elisabeth Borne va discuter avec les groupes politiques pour, je cite, explorer leur degré de coopération auquel ils sont prêts. Bon, d'abord, est-ce que vous savez quand vous serez reçu par Elisabeth Borne? Non, non, la situation n'est pas très claire. En fait, on l'a eu au téléphone, un échange téléphonique avec Cyril Châtelain, ma coprésidente, et la Première ministre, 20 minutes, vendredi après-midi. Bon, il n'y a rien dans ce que nous nous sommes dit qui peut laisser supposer qu'on puisse participer à une coalition. Hein. On lui a reproché l'inaction climatique du gouvernement. Et quel était l'objectif du coup de téléphone? C'est elle qui en a pris l'initiative, la Première ministre? Oui, et c'est bien normal. C'est bien normal que la Première ministre, enfin, contacte les responsables politiques. Hein. C'est l'usage républicain. Nous, on lui a demandé de venir présenter sa politique devant l'Assemblée, c'est comme ça que fonctionnent les institutions, et de se soumettre à un vote de confiance, qu'on sache un peu, enfin, où veut aller ce gouvernement. Parce que ça fait 3 mois qu'on a, vous voyez, des petites phrases ici et là, une intervention plus ou moins floue d'Emmanuel Macron là, une prise de parole d'Elisabeth Borne, mais ça doit se passer à l'Assemblée, devant la représentation nationale, et enfin, ensuite, un vote de confiance ou non. Alors, avant d'arriver au vote de confiance, vous avez dit que ce coup de fil était surréaliste. Pourquoi surréaliste? Non, vous dites à la fois c'est un usage républicain, c'est bien normal qu'elle m'appelle, mais c'était surréaliste. Non, moi j'ai dit que je répondais à une question, est-ce que c'était lunaire? Je dis que non, c'était pas lunaire, que c'était normal qu'il y ait un échange, mais que c'est vrai qu'on sent que ce gouvernement est un peu comme en l'air. C'est-à-dire que l'élection présidentielle a eu lieu il y a bientôt 3 mois, et les élections législatives il y a 10 jours. On ne sait pas ce que veut faire ce gouvernement. Hein. D'habitude, vous avez un projet. C'est le cas de la NUPES. Nous avons présenté un projet de 650 mesures et on sait où on va. On sait où on veut aller. Sur le climat, sur la justice sociale, c'est très clair, c'est financé. Les consultations, là où ce gouvernement, mais vous voyez que c'est étonnant. C'est-à-dire que c'est ce gouvernement qui ne sait pas où il va. Oui, alors, et donc nous, on l'appelle tout simplement à démarrer, en fait. Alors justement, les consultations, elles sont peut-être destinées aussi à vous préciser le projet et à chercher éventuellement des bases d'accord. Elles sont surtout destinées à gagner du temps, on va dire. Parce que, oui, parce qu'il y a une sorte de jeu de dupes. C'est du théâtre? Un peu, je pense. Cette semaine, là, les consultations d'Elisabeth Borne, c'est du théâtre? Je pense, parce que, vous voyez, d'habitude, il est d'usage républicain de dire, écoutez, il y a un gouvernement qui se forme et on verra sur pièce, on verra les actes. Mais là, c'est pas un nouveau gouvernement qui est sorti de nulle part. C'est la droite ligne de l'inaction climatique d'Emmanuel Macron et qui propose une réforme injuste des retraites à 65 ans. Donc, on va pas faire semblant de découvrir. Je vais pas vous dire que sur pièce, je jugerai selon l'action du gouvernement. C'est pas vrai. Nous sommes dans l'opposition. Nous nous sommes constitués dans l'opposition. Si le gouvernement affiche une ambition, eh bien, sur le climat, on avancera. Mais j'en doute. La vérité, c'est que nous allons proposer des textes ambitieux sur le climat et nous verrons si le gouvernement veut les soutenir ou pas. La situation est suffisamment inédite, complexe, floue, tel que vous le dites, pour que vous soyez, vous, précis sur ce que vous attendez. Elisabeth Borne, elle engage des consultations cette semaine avec les groupes de gouvernement. Est-ce que vous irez à l'invitation? Est-ce que vous avez reçu une invitation? Si on reçoit une invitation, on ira, évidemment. Vous irez discuter? Bien sûr. Est-ce que vous êtes prêt à parler, à discuter, ou est-ce que vous dites d'ores et déjà, on connaît le programme d'Emmanuel Macron, on ne discutera de rien, on ne s'entendra sur rien? Non, mais attendez. La situation est intéressante. On a enfin un poids de l'Assemblée nationale. Et nous, dans ce pays, on a été habitués à ce que le président décide de tout pour tout le temps, tout le monde, et en particulier ne prenne l'Assemblée que comme une chambre d'enregistrement. Mais on va avancer. Donc, là, ça, c'était avant. Maintenant, on avance. Mais justement, on avance tranquillement, c'est intéressant. Il n'y a pas de majorité. Et donc, ce gouvernement devra apprendre à composer. Il y a une majorité. Relative. Donc, il y a une majorité. Vous dites qu'il n'y a pas de majorité, c'est faux. C'est-à-dire que sur chaque texte, il peut y avoir... majorité absolue. Sur chaque texte, il peut y avoir des choix différents. Si ce gouvernement dit, c'est la retraite à 65 ans, et comme dans le mandat précédent, on ne fait rien sur le climat et on augmente encore les pesticides, évidemment qu'il n'aura pas le soutien des écologistes, point. C'est évident. Vous voyez qu'il n'y a pas de...
c'est pas très compliqué en fait. C'est intéressant parce que c'est pas simple, parce que si c'était simple, ça se saurait. Quand il y a une majorité à l'Assemblée nationale, c'est son programme qui s'applique. oui, mais là, il n'a pas de majorité absolue, donc il devra Non, composer. quand il y a une majorité à l'Assemblée nationale, c'est son programme qui s'applique. Et donc il n'y en a pas, et donc il devra composer. Il a S'il une veut majorité. composer, écoutez, les Français, Non, ont, je dis choisi, ça parce que, les Français ont regardez, choisi Emmanuel Macron à la présidentielle. Regardez le tweet de Jean-Luc Mélenchon le 3 juin. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble. S'il apparaît, il va apparaître. Voilà. Quand il y a une majorité à l'Assemblée nationale, c'est son programme qui s'applique. Il faut s'habituer à ce que l'on soit en démocratie. Sinon, il ne faut pas faire d'élection. Donc, si je prends à la lettre Jean-Luc Mélenchon... Vous voulez bien entendre qu'il n'y a pas de majorité absolue. Vous non, mais il n'a pas dit majorité absolue, oui, il a dit majorité. Moi, je ne suis pas là pour commenter Jean-Luc Mélenchon, je vous parle de moi. Donc, si il y a un texte sur le pouvoir d'achat... Vous ne voulez pas commenter ce qui vous embarrasse. Madame Martichoux, s'il y a un texte sur le pouvoir d'achat, prenons, je réponds à votre question. S'il y a enfin un texte sur le pouvoir d'achat, si un jour ce gouvernement se réveille, ça fait quand même depuis longtemps, depuis au moins 2018 que la question du pouvoir d'achat est mise en avant et que ce gouvernement ne répond pas, si un jour ce gouvernement se décide à gouverner, dépose un texte, eh bien nous l'enrichirons. Il manque, vous allez en parler avec Elisabeth Borne, justement. Il manque la question, par exemple, cruciale de l'autonomie de la jeunesse, de l'encadrement des loyers, du gel des indices des loyers. Et je sais que ce gouvernement ne veut pas agir sur la question. Nous mettrons des amendements pour enrichir le texte. Si c'est voté, eh bien, alors on peut soutenir, alors tout ça, simplement. C'est vrai que c'est intéressant sur le pouvoir d'achat parce que ça va être le premier texte sur lequel vous allez effectivement voir comment le Parlement s'entend ou pas sur le projet du gouvernement. Donc c'est un texte qui arrivera en Conseil des ministres la semaine prochaine. Vous allez, j'imagine, soumettre des propositions de loi vous-même, comme les socialistes, comme LFI, comme LR. Donc, à partir de... Vous allez voir les mesures, les propositions du gouvernement, elles sont connues pour l'essentiel. Hausse de 4% des minima sociaux, indexation des retraites, dégel du point d'indice, on saura précisément comment demain, prolongation du plafonnement des loyers à 3,5% au lieu des 5,5% prévus jusqu'en 2023. Vous savez tout ça? Non, c'est pas clair encore. Ah bon? Non, c'est pas clair. On nous parle de primes. Nous voulons augmenter les salaires. Je l'ai dit... Là, c'est la prime Macron. Je l'ai dit au président. En fait, si on respecte la valeur travail, on la rémunère. Donc, il y en a marre des primes. Il faut augmenter les salaires. Donc, vous êtes contre le triplement de la prime Macron, Madame Martichoux, nous voulons augmenter les salaires. Donc, notre proposition, la proposition de la NUPES, nous déposons une proposition de loi d'urgence sociale qui aussi servira de matière pour amender le texte de la loi ou du projet de loi pouvoir d'achat. Une conférence sociale pour augmenter les salaires. Vous avez bon nombre de conventions collectives qui sont en dessous du SMIC. Donc là encore, nous posons la question et c'est au gouvernement de répondre. Oui ou non, est-il cohérent, est-il ambitieux sur le pouvoir d'achat? Nous disons, ça passe par l'augmentation des salaires. Oui ou non? Et moi, j'attends la réponse du gouvernement. Si c'est non, parce que le gouvernement vous dit on n'a pas les moyens d'imposer une hausse des salaires aux entreprises privées, vous ne voterez pas le texte? Comment ça se passe? Je cherche à comprendre. Mais on verra au cas par cas. On verra au cas par cas. Moi, par exemple, pour moi, la question de l'autonomie de la jeunesse est centrale. Le fait qu'aujourd'hui, dans ce pays, les 18-25 ans soient exclus des filets sociaux qui est le RSA. Déclencher une garantie d'autonomie à hauteur de 900 ou 1000 euros, rendre cette allocation automatique, comme tous les minima sociaux, pouvoir désindividualiser, déconjugaliser l'allocation handicap. Voilà des avancées très concrètes qui ont été refusées dans le passé récent. Depuis 5 ans, nous les proposons. Oui. Depuis 5 ans, c'est refusé. On a dit qu'on avançait là. Vous voyez comment vous pouvez aider au Parlement les Français. On n'est pas en l'air. Depuis 5 ans, ils le refusent. Si demain, ils acceptent, eh bien, je m'en réjouis et nous le voterons. Accord de gouvernement, participation au gouvernement, vous dites? Le président ne l'a pas proposé. Il n'y a pas de nécessité d'union nationale ou quoi. Dans l'interview qu'il a donnée à l'AFP, il a dit on verra s'il peut y avoir des accords de gouvernement avec ou sans participation au gouvernement. Moi, je l'ai vu pendant 1h30 et il m'a dit il n'y a pas besoin de gouvernement d'union nationale ou quoi. Non, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Là. Ni de participation des écologistes. Donc, vous, pas de participation au gouvernement. Vote de la confiance. Madame Martichoux, est-ce que vous comprenez bien? J'essaye de savoir comment tout ça va se caler. Est-ce que vous voulez bien juste accepter? C'est pas moi. Non, mais que ça soit très clair. Depuis 5 ans, ce gouvernement a été condamné par 2 fois pour inaction climatique. Ouais. C'est le seul pays en Europe, la France, malheureusement, qui ne tient pas ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. La Pologne, la Roumanie le font, pas la France. Donc, comment voulez-vous qu'on accorde une quelconque confiance à ce gouvernement quand ils disent qu'ils veulent sortir des pesticides et qu'en fait, ils réintroduisent les néonicotinoïdes? Quand on a tant de mal à leur faire respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur
la chasse, sur l'interdiction des chasses traditionnelles, et qu'en fait, ils écrivent aux chasseurs pour dire on va les rétablir. Moi, j'essaie de comprendre. Ce que vous me dites, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à ce gouvernement compte tenu du quinquennat qui vient de s'écouler et qui a été en contradiction avec nos convictions écolo. Vous dites donc, non, il n'aura pas la confiance, il n'y aura pas de participation au gouvernement. Et il y a des chiffons rouges pour voter les textes. Et en revanche, sur chaque texte, nous proposons des avancées. Et s'ils veulent désormais les soutenir, tant mieux. Par exemple, sur la rénovation thermique, on se retrouve démunis. Juste, Yannick Jadot, non, mais j'essaye d'avancer moi aussi et de comprendre. Yannick Jadot, il a dit les Verts sont toujours prêts à des compromis. Et il n'a pas exclu qu'il participe sous condition à un éventuel gouvernement de coalition pour sortir de la crise politique. Il a dit ça sur France Inter vendredi matin. Nous sommes toujours prêts à des compromis quand un texte est positif, quand ça va dans le bon sens. Est-ce que vous enlevez une virgule, un mot Madame, ça s'appelle le parlementarisme. J'ai commencé par ça. Voilà. Aujourd'hui, l'ambition n'est pas là. Vous êtes toujours prêt à des compromis. L'ambition n'est pas là. Aujourd'hui, l'ambition n'est pas là. Du gouvernement, l'ambition du gouvernement. J'ai proposé une mesure très simple. Basculer le crédit impôt compétitif de l'emploi, mettre 20 milliards d'euros sur la rénovation thermique. Voilà. Là, vous arrangez le pouvoir d'achat parce qu'on rénove votre logement et ça vous fait une économie très substantielle. C'est bon pour l'indépendance énergétique à l'égard du gaz russe. La Fédération française du bâtiment n'attend que ça parce que c'est bon pour l'emploi. Quand j'ai dit ça, le président a dit non, mais ça, c'est pas possible. Mais bon, ben voilà le peu d'ambition de ce gouvernement. Julien Bayou, des compromis par définition, ça demande des concessions de part et d'autre. Si le gouvernement fait des concessions... Mais lesquelles mais, vous voyez, vous êtes prêt à discuter ou pas? Toujours. Bon, alors... Vous verrez bien. Si le gouvernement est prêt à des concessions, est-ce que vous, c'est-à-dire à intégrer certaines de vos propositions, est-ce que vous, laissez-moi finir, c'est l'Assemblée. Est-ce que vous êtes prêt aussi à réviser certaines de vos propositions, c'est-à-dire à ne pas les garder telles quelles, mais à faire un pas vers le gouvernement? C'est déjà le cas, bien sûr. Vous voyez, nous proposons une garantie à 1 063 € et qu'elle soit automatique, la garantie jeunesse. La garantie jeunesse. Si nous crantons dans cette loi sur le pouvoir d'achat une première proposition pour la jeunesse, nous l'étudierons. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas du tout. Donc, ce n'est pas à nous de faire un pas. Donc, par exemple, prenons cet exemple. Madame Artichou, laissez-moi terminer. Ce n'est pas à nous de faire un pas. Le gouvernement ne bouge pas, n'a même pas de gouvernement, n'a même pas de plan d'action. Vous n'avez pas encore commencé à discuter? Mais on veut avoir un discours de politique générale sur lequel se prononcer. Mais est-ce que vous êtes prêt à discuter avant le discours de politique générale? Tiens, ça, c'est une question. On le fait. J'ai passé 1h30 avec le président, c'était très intéressant, ça sert à peu près à rien. Donc puisque ça ne se traduit pas par des propositions. Donc vous dites que ça servira à rien. J'attends de voir, mais j'en doute. Mais vous dites à Elisabeth Borne ou à Emmanuel Macron... il faut absolument que la Première ministre engage sa confiance, c'est-à-dire fasse voter pour ou contre son discours de politique générale. Moi, j'appelle le président... Mais vous dites aussi que vous ne lui accorderez pas la confiance. J'appelle le président, la Première ministre, à ne pas avoir peur de la démocratie représentative. Vous voterez la confiance? J'en doute, puisque nous ne pouvons pas avoir confiance dans ce gouvernement. Engagez votre confiance, mais nous, on ne votera pas pour. Et même, on votera contre. Eh bien, ça s'appelle l'Assemblée, madame. Oui. Ça s'appelle le régime parlementaire. Votre but, c'est de faire chuter le gouvernement. Non, en fait... si vous dites par avance... Madame Martichoux, le scénario est à peu près écrit. Je doute que je voterai pour, c'est que votre souhait, c'est qu'on en arrive là. C'est très clair. Un blocage. Il n'y a pas de chute du gouvernement si nous votons contre. Par contre, il devra composer sur chaque texte. Et je trouve en fait, et je pense même que c'est en fait assez intéressant comme posture. Ça se passe comme ça dans la plupart des démocraties occidentales. Si le gouvernement n'a pas la confiance, qu'est-ce qui se passe au Parlement? Pas s'il la contre. Oui, il n'y a pas de majorité contre. Ouais. S'il a une majorité contre. Ah bah là, il faut changer de gouvernement. Voilà. Donc vous dites, on votera contre, mais allez-y quand même, c'est ça qui nous intéresse. C'est que vous alliez au vote de confiance qu'on votera pas. Nous voulons, sur chaque texte, nous prononcer en fonction de l'intérêt que nous faisons du pays. C'est pour ça que nous avons été élus, Madame Martichoux. C'est pour le climat et la justice sociale. Ouais. Aujourd'hui, l'ambition n'est pas là, clairement. Vous avez un gouvernement qui refuse d'agir. Vous avez un gouvernement qui continue de soutenir. Oui, ce qui est compliqué à comprendre, encore une fois, parce qu'on est dans une situation inédite, donc c'est normal, ça se fait, les processus sont en cours d'invention en même temps qu'ils avancent. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous dites l'ambition n'est pas là. Oui. D'accord. Et nous proposons... mais la discussion n'a pas commencé. Madame Artichoux, l'ambition n'est pas là, et nous proposons des mesures. Par exemple, il y avait des propositions très fortes, la Convention citoyenne pour le climat. Nous les réintroduirons sous forme et d'amendements ou de propositions de loi, une vraie loi climat. Si le gouvernement est cohérent avec les ambitions qu'ils affichent, alors ils les soutiendront peut-être. J'en doute, mais j'espère. Parce que si nous pouvons avancer sur la sortie des pesticides, sur le développement des énergies renouvelables, sur
l'agriculture, l'agroécologie, eh bien nous pourrons respecter les accords de Paris. Voilà l'ambition. Tout à l'heure, ce que j'attends, c'est que le gouvernement gouverne, parce que pour l'instant, il ne gouverne pas. Pour l'instant, on est en l'air. On a une première ministre qui n'a toujours pas fait de discours de politique générale, qui s'en tient à quelques éléments de méthode ou autre. Quand vous gouvernez le pays, vous dites où est-ce que vous voulez l'emmener à 6 mois, à 3 ans et à 5 ans. C'est normal. Ça s'appelle la démocratie. Aujourd'hui, on est un peu comme ça, dans l'éther, dans le flou. J'appelle le gouvernement à poser les choses, tout simplement. Alors, il va se passer aussi beaucoup de choses au Parlement cette semaine, avec la désignation d'un certain nombre de responsables. Donc, vous êtes coprésident du groupe, 23 députés. Il va y avoir, je crois que c'est jeudi, l'élection du président de la commission des finances. Oui. Vous avez vous, le groupe Europe Écologie Les Verts, vous avez votre candidat? La nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous allons présenter des candidatures communes à tous les postes de responsabilité. Donc, quelle est votre candidature commune? Pour ma part, moi, je soutiens le candidat de la France Insoumise. De LFI. Éric Coquerel, qui est un député de la Commission des Finances, qui a passé les dernières années à la Commission des Finances, qui est un député déterminé, bosseur, et qui fera un excellent président de la Commission des Finances. Pour que les téléspectateurs sachent, c'est un lieu de contre-pouvoir. Et Valérie Rabault, elle est présentée par le groupe socialiste. Nous aurons une candidature commune, c'est en train de se décider. Donc, avant jeudi, il y aura un départage entre Éric Coquerel et Valérie Rabault. Voilà, une candidature commune. Vous allez faire quoi, un vote? Une candidature, on discute. C'est sur la base d'une discussion et d'une négociation. En fait. Candidature commune de la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur tous ces postes. Et c'est vrai que le poste de la présidence de la Commission des finances est très important, parce que dans ce pays, on ne lutte pas assez contre l'évasion fiscale. On permet à des grands groupes de payer très très peu d'impôts, vraiment quelques miettes d'impôts. C'est le cas de McDonald's, d'Euro Disney, d'Airbnb, de Starbucks, qui ne payent vraiment pas les impôts qu'ils devraient payer. Et ce gouvernement refuse d'agir. Là encore, j'en ai parlé très directement au président de la République. Il a dit non. Les efforts qui ont été vantés d'ailleurs lui-même par Bruno Le Maire pour précisément faire peser par exemple une fiscalité plus lourde sur les grands groupes américains. Ça vous entendez un peu la chose, c'est-à-dire qu'on me parle d'un impôt minimal de 10 ou 15%. La vérité, c'est que les PME, elles sont plutôt à 28%. Et donc quand on dit ça va être 15% pour les grands groupes, ce qui n'est pas vrai en fait, on est très loin d'y parvenir, en fait on fait un blanc-seing et on tolère un 2 poids 2 mesures. Nous disons que nous voulons avantager les petits. Les PME doivent pouvoir se développer. Et aujourd'hui, c'est les grands groupes qui payent le moins d'impôts. Et je trouve ça parfaitement injuste. D'accord. La droite estime que la présidence de la Commission des finances, Gérard Larcher lui-même l'a dit, revient de droit au Rassemblement national, qui est le plus gros groupe de l'Assemblée. Dans le règlement intérieur, il n'y a pas écrit plus gros groupe ou quoi. Donc ça peut être leur choix. Je trouve que c'est... Vous voyez, en 1998, Jacques Chirac théorisait le cordon sanitaire. Philippe Seguin disait mais enfin ils vont pas brader leur âme pour des safranes. Et là je vois vraiment Gérard Larcher qui devrait être un garant des institutions, une dérive très grave de considérer que finalement l'extrême droite, le parti Rassemblement National, est un parti rigoureusement comme les autres. Moi je trouve ça vraiment dramatique. Donc il faudrait lui bloquer l'accès à la présidence de la Commission des finances alors que les Français ont élu 89 députés. Oui, je reconnais ces élections, je les déplore. Je considère d'ailleurs que LREM a fait une faute en refusant de choisir de se battre contre l'extrême droite. Vous savez, un petit peu, nous, la gauche, les écologistes, nous avons fait barrage à l'extrême droite. Et Emmanuel Macron disait... Vous reconnaissez les députés RN, mais vous ne leur reconnaissez pas le droit d'accéder à la présidence de la Commission des finances. Vous dites, c'est choquant, c'est moralement condamnable, ils ne devraient pas avoir ce type de poste. Je combats leur programme, et je note que la droite républicaine, dite républicaine, à un moment, faisait barrage. Elle ne le fait plus. Évidemment, un événement absolument fondamental s'est produit aux États-Unis avec le droit à l'interdiction de l'IVG dans les États qu'ils souhaitent. Dans la foulée, Aurore Berger, qui est la nouvelle présidente du groupe LREM à l'Assemblée, a proposé l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française. Vous la soutenez? Nous avons fait la même proposition concomitante et donc désormais nous voulons déposer une loi de l'ensemble des groupes de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et si nous pouvons la déposer conjointement avec LREM, nous le ferons parce que sur ce sujet, sur ce sujet, il ne faut pas polémiquer. Les droits fondamentaux des femmes, le droit de disposer de son corps, c'est un droit menacé. C'était Simone de Beauvoir qui disait « il suffira d'une crise pour que ces droits soient remis en cause ». C'est important de le graver dans le marbre de la Constitution, un droit fondamental.
Et donc, Et ceux qui disent, comme la droite, certains, on les a entendus ce week-end, c'est inutile, on ne va pas bouger la Constitution qui est gravée dans le marbre à chaque fois qu'il y a un événement extérieur à la France. En France, nous ne sommes pas menacés. Oui, mais j'ai entendu François Bayrou et je trouve dommage de faire de la politique politicienne sur ce sujet parce qu'en vérité, on avait le sentiment qu'il disait plutôt à Emmanuel Macron, rappelez-vous que le MoDem existe et que nous avons 40 députés. Il est dans cette logique, François Bayrou, quand il critique des initiatives du Parlement en ce moment, du gouvernement ? Apparemment, parce que la loi fondamentale, la Constitution, c'est les droits fondamentaux et l'organisation des institutions. Nous y avons mis, par exemple, l'attachement à l'Europe, évidemment, décisif, l'égalité femmes-hommes ou l'interdiction de la peine de mort. Je pense que l'accès à l'IVG, le droit pour les femmes de disposer de leur corps, relève de ce niveau d'ambition de droits fondamentaux. Et donc, oui, c'est important, d'autant que dans ce pays, l'IVG n'est pas aisé. L'accès à l'IVG, on sait qu'il y a bon nombre de maternités qui, par manque de moyens, ne permettent pas l'accès à l'IVG. Saint-Avold, en Moselle, une centrale à charbon, à titre de précaution, le gouvernement prévoit de la faire redémarrer l'hiver prochain. Alors, ce n'est pas complètement une surprise, puisque Barbara Pompili, à l'époque ministre, avait dit que c'était une possibilité. Il faut assurer la sécurité de l'approvisionnement en électricité des Français. Il faut en passer par là. Nous payons le défaut d'anticipation des différents gouvernements depuis des décennies. Je vous disais tout à l'heure dans l'émission, la France est le seul pays en Europe à ne pas avoir atteint son objectif de développement des énergies renouvelables. Défaut d'anticipation, également maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Défaut d'ambition sur la rénovation thermique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je vous le dis... À court terme, s'il y a un problème d'approvisionnement en électricité des Français cet hiver, est-ce qu'il faut en passer par là ? Eh bien, pour les raisons que vous avez dites ou pas ? Parce que ce gouvernement n'a rien fait. Je vous demande. Donc nous condamnons cette inaction et nous proposons qu'en fait, on en tire enfin les leçons. Développement massif des énergies renouvelables, rénovation thermique. Alors moi j'ai une question qui est plus précise, pardon. Est-ce que malheureusement, vous pouvez dire effectivement on n'a pas anticipé, etc. Si vous étiez aux manettes, s'il fallait assurer la sécurité en approvisionnement d'électricité des Français cet hiver, est-ce qu'il faudrait en passer par là ? Aujourd'hui, nous n'aurions pas attendu 3 mois pour développer un plan massif de rénovation thermique. Oui, mais ça ne changerait rien pour l'hiver prochain pour les Français. Mais sûr que si, madame, parce que si on est moins dépendant de cette passoire thermique qui consomme énormément, qui coûte très cher... Si vous étiez au gouvernement pour l'hiver prochain. Mais nous l'avons dit, nous on ne mettra jamais les questions d'approvisionnement en difficulté. Donc malheureusement, il faut en passer par là. Parce que ce gouvernement n'a rien fait pendant 5 ans. Et vous voyez bien qu'on y arrive. Ce gouvernement ne démarre pas de nulle part, ne procède pas de nulle part. Il procède d'une inaction climatique. Il propose une réforme injuste sur les retraites à 65 ans. Et donc on voit bien qu'il est inapte, en fait, à protéger le pays, à anticiper et à organiser la justice sociale. Juste un mot, le prix de l'énergie menace notre cohésion. C'est une tribune dans le journal du dimanche hier, signée par les patrons d'Engie, EDF, Total Énergie, qui appellent chacun à réduire sa consommation d'énergie pour changer ses comportements. Voilà, tout arrive. C'est gonflé. Vous savez que Total est en train de préparer un oléoduc géant en Tanzanie, 33 millions de tonnes de CO2, 16 aires naturelles protégées, et c'est eux qui appellent les Français et les Françaises à la sobriété. Je trouve ça vraiment parfaitement indécent. Mais par contre, ce que ça illustre, c'est que nous avons toujours les mêmes débats. Merci. En 2018, nous avions déjà les mêmes débats et ce gouvernement n'a rien anticipé pour le bien-être des Français. C'est gonflé, c'est ce que vous avez dit.